Alors, je voudrais commencer par une anecdote de hacking. Lorsque Nautilus a été installé au CNRS, une gestionnaire de notre laboratoire, à un moment, voulant gérer les missions de personnel du laboratoire, s'est vue afficher par Nautilus « Vous n'avez pas accès à cette information ». Ce qui est gênant parce que c'était tout de même les missions du labo. C'est son métier de le faire. Donc il y avait un bouton « OK » ou « Confirmer » ou « D'accord », enfin quelque chose comme ça. Elle clique dessus, elle a vu apparaître une immense liste de missions. Elle a vu apparaître que la première page, mais elle aurait pu en obtenir plein d'autres. Et il semblait qu'elle avait accès à la liste de toutes les missions du CNRS, tout labo confondu. Alors j'ai signalé ça à l'administration du CNRS qui ne m'a pas répondu. Bon. Était-ce du hacking? Je ne sais pas. Est-ce que cliquer sur OK, c'est du hacking? Je ne sais pas. Et donc, je vais vous parler de Spectre et Meltdown avec une présentation plutôt grand public, enfin, j'espère. Donc, ce sont des vulnérabilités qui ont été révélées. C'était vers Noël, 1er janvier, quelque chose comme ça. Enfin, c'était très intéressant. On a vu apparaître des papiers. Alors, il semblait effectivement que ces vulnérabilités étaient connues auparavant, avaient été signalées à Intel, qui avait peut-être pas fait grand-chose, mais vous allez voir qu'en fait, le problème, c'est qu'Intel peut pas faire grand-chose. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit tout d'abord d'attaques par canaux cachés. Alors, les canaux cachés, ça consiste à apprendre ce qui se passe ailleurs et on ne peut pas regarder directement via des effets secondaires. Je pense que c'est une bonne définition. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple de canaux cachés? Alors, je vais prendre d'abord un exemple, pas informatique, un exemple de la vie. Imaginez, vous êtes dans un immeuble et il y a des gens un peu indiscrets. Ça arrive parfois, il y a des gens qui aiment bien savoir ce qui se passe chez les voisins. Et il y a quelqu'un qui veut savoir ce qui se passe dans la salle de bain des voisins. Des gens très indiscrets parfois. Mais s'y introduire ou placer des caméras, évidemment, c'est risqué et illégal. Donc, comment faire? Les canaux cachés. Vous savez s'il y a quelqu'un qui utilise de l'eau, parce que vous n'êtes pas dans la salle de bain en question, vous n'y avez pas de micro, vous n'avez pas de caméra, mais vous entendez qu'il y a de l'eau qui passe chez vous. Ça, c'est un canal caché. Et il y a un truc plus subtil, c'est l'éviction d'accès à une ressource partagée. Alors, bien grand terme pour dire que quand il y a le voisin qui tire de l'eau, la pression baisse chez vous. Donc ça vous permet indirectement de savoir qu'il se passe quelque chose ailleurs que chez vous, parce que quand vous essayez d'accéder à quelque chose auquel vous avez droit, il n'y a pas de problème, vous voyez que la réponse est de moins bonne qualité. Vous perdez du temps, il y a moins de pression. Et bien, vous allez retrouver tout ça en matière informatique. Alors, premier canal caché, l'électronique, au niveau électronique, l'émission de signaux. Donc, par exemple, entre un écran et l'ordinateur, il y a un câble. Même entre mon ordinateur et puis l'écran qui se replie dessus, il y a une sorte de nappe de fil ou de câble qui passe. Et ces fils de communication émettent des rayonnements électromagnétiques qui dépendent du signal vidéo qui passe. Alors, j'ai donné un lien, donc je ne sais pas si les slides vont être mis quelque part sur un site. J'ai un lien vers une petite vidéo amusante où il y a une chercheuse en cybersécurité qui d'habitude, je crois, fait de la vulnérabilité logicielle, mais là, c'était amusé. Elle a acheté un petit équipement pas cher chinois et elle s'amusait à essayer de récupérer le signal électromagnétique d'un ordinateur et essayer de voir si elle pouvait deviner ce qui se passait à l'écran. Donc, elle faisait des choses relativement intéressantes avec du matériel extrêmement bon marché. Donc, il est évident qu'avec du matériel plus perfectionné, on doit pouvoir obtenir des choses de bien meilleure qualité. Puis, elle faisait ça en amatrice, enfin bon... donc pour lutter contre ça, c'est bien connu, il y a des techniques de cage de Faraday, les Américains appellent Tempest c'est une sorte de cage de Faraday, pour autant que je sache. Bon, ça fait très roman d'espionnage, une zone spéciale dans l'ambassade avec des armatures en métal qui bloquent les rayonnements, tout ça. Vous pouvez avoir des émissions depuis la carte électronique de la machine. Et puis vous avez aussi
des choses qu'on peut détecter en regardant l'alimentation électrique de la machine. Donc quand est-ce que le processeur tire du courant ou pas, ça émet un signal qu'on peut détecter. Donc, notamment pour une carte à puce, évidemment le lecteur qui alimente la carte à puce peut savoir ce qui est consommé à tout instant. Donc ça c'est côté électronique. Alors, il y a des choses un peu plus logicielles parce que qui ne demandent pas d'avoir un système d'espionnage électromagnétique autour de la machine. Par exemple, si vous faites du chiffrement, si vous y prenez un peu naïvement, je parle sous le contrôle des cryptographes dans la salle qui m'observent, le chiffrement, le temps de chiffrement peut dépendre des données qu'on chiffre, mais aussi de la clé ou de déchiffrement. Et en choisissant des données subtiles, enfin bien choisies, on peut arriver à obtenir des informations sur les clés en mesurant des temps de chiffrement ou de déchiffrement. Donc, normalement, on combat ça en faisant ce qu'on appelle du temps constant cryptographique. Et je vais vous donner un exemple de cela. Donc, vous faites du chiffrement RSA naïf. Bon, RSA, très utilisé, un truc très connu depuis longtemps. Il y a une clé secrète dedans. Bon, c'est un nombre. Donc, comme c'est un nombre, c'est dans un ordinateur, c'est un nombre en binaire. Il y a à peu près, mettons 2000 chiffres binaires. Ça fait à peu près 600 chiffres décimaux. Et il y a une méthode naïve à un moment, si vous voulez mettre en œuvre RSA. Vous allez regarder tous ces chiffres, et pour chaque chiffre, si c'est un 0, enfin si c'est un 1, vous devez faire une multiplication, et si c'est un 0, vous ne la faites pas. Alors évidemment, si vous mettez ça en œuvre naïvement, une personne qui espionnerait vos émissions électromagnétiques, votre alimentation, pourra éventuellement voir un pattern correspondant aux chiffres où vous avez aux instants où vous avez fait des multiplications, et donc extraire des clés. Alors, de loin, ça a l'air très facile. Je suppose que si on essaye de le faire en vrai, c'est compliqué. Mais disons que là, vous avez un canal caché, et il y a une contre-mesure qui consiste en gros à faire les multiplications tout le temps, et à choisir le résultat avec ou sans multiplication à chaque étape. Je dis pas de bêtises? Non. Alors, vous avez une autre vulnérabilité du même tonneau sur le chiffrement AES. Alors, si vous connaissez pas AES, c'est un standard de chiffrement extrêmement utilisé, qui a été standardisé par le gouvernement américain et qui est utilisé dans tout un tas d'applications. Donc, vous l'utilisez sans le savoir. Et il y a une façon de mettre en œuvre le chiffrement AES où à un moment, vous avez une table avec des données dedans. Et cette table avec des données, l'endroit de la table auquel vous accédez dépend de la clé. Pas immédiatement, mais indirectement. Et donc, ce qui va se passer, c'est que si vous avez un programme qui fait du chiffrement AES, puis un autre programme en parallèle, le programme qui fait du chiffrement AES va accéder à certains morceaux de sa table. Quand le processeur accède à des morceaux d'une zone de données, il prend ce morceau et il le met dans de la mémoire très rapide qu'il a dedans. On appelle ça de la mémoire cache. Bon, voyez ça comme une mémoire spéciale pour stocker des données fréquemment accédées. Et le truc, c'est que cette mémoire, c'est la même qui est utilisée pour d'autres applications qui tournent en même temps sur la machine. Donc notamment, quand le processus de chiffrement va récupérer une zone de données, il va éventuellement éjecter de cette mémoire cache les données qui ont été chargées par une autre application qui fonctionne en parallèle, peut-être une application utilisée par un autre utilisateur. Et cet autre utilisateur, cette autre application, pourra se rendre compte que ces données ont été éjectées. Pas directement, elle n'a pas le droit d'aller demander qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'a fait l'autre, etc. Mais parce que ça va lui mettre un léger retard quand elle va vouloir accéder à ses propres données à elle. Quand elle va accéder à ses propres données, ça va provoquer un rechargement depuis la mémoire principale de la machine dans cette zone de mémoire rapide. Et ça prend plus de temps que d'y accéder directement. Donc l'autre application pourra en déduire que l'application de chiffrement a accédé à une certaine zone mémoire. Alors, là, je simplifie beaucoup parce que c'est tout de même très compliqué à mettre en œuvre. Mais vous voyez qu'il y a un canal caché par une ressource partagée.
C'est le même truc que cette histoire de pression d'eau. Et donc, vous avez des canaux cachés, ils peuvent être matériels, ils peuvent être plus logiciels. Notamment les canaux logiciels, c'est via des ressources partagées. Vous avez fait tourner une autre application sur la même machine, puis elle essaye de faire quelque chose, et elle rentre en compétition avec votre application de chiffrement, votre application qui manipule des données sensibles pour l'accès à certaines parties de la machine. Ça lui occasionne des retards, et vous mesurez ces retards. Je dis pas que c'est facile, hein, c'est des attaques assez compliquées à mettre en œuvre en vrai. Et là, je vais tout de même rappeler ce petit dessin à propos de la sécurité informatique et des protections qu'on est tenté de mettre en œuvre. Donc, à gauche, on vous dit l'imagination des gens qui font de la cryptographie. Il y a quelqu'un qui a récupéré l'ordinateur de la personne. Et on dit, faudrait construire un ordinateur à $1 million pour essayer de déchiffrer. Et non, ça ne suffira pas parce qu'il fait du chiffrement RSA avec 4000 bits de clés. Et la vérité, c'est droguez-le, tapez-lui dessus, puis il finira par donner sa clé de chiffrement. Il y a la version soft, si vous vous faites arrêter à l'aéroport, on vous dit qu'on a besoin de chercher votre ordinateur, je sais pas pour quelle raison, peut-être parce qu'on vous dit vous êtes soupçonné de travailler de la pédopornographie, donnez votre code. Et puis sinon, on vous met en garde à vue ou je sais pas quoi. Bon, vous avez certainement donné votre code. Bon. Donc il n'y a peut-être pas besoin de faire un truc très compliqué. Et il faut pas oublier donc qu'il y a d'autres sortes d'attaques, beaucoup plus faciles à mettre en œuvre, hein, les phishing, les compromissions de mots de passe, tous les bugs logiciels bêtes, genre les buffer overflow, les attaques sur la chaîne logistique. Bon, la chaîne logistique c'est compliqué, il faut faire du social engineering, mais c'est tout de même peut-être plus simple. Ou alors tout simplement faire comme notre gestionnaire, cliquer dans la boîte, dans le bouton OK, et puis obtenir des informations qu'elle ne devrait pas avoir accès. Je vous rappelle que les attaques à grands moyens, par exemple, ça va être vous faites des expérimentations sur un synchrotron et vous vous amusez à changer le comportement de porte logique ou de bits dans le processeur. Mais j'ai cru comprendre qu'une ligne de synchrotron, ça coûte en location, si vous êtes industriel, à peu près 40 000 € la journée. Donc, ce sont des attaques d'un autre type, on va dire. Bref. Donc, les contre-mesures aux canaux cachés, j'ai déjà évoqué ça pour mon histoire de chiffrement RSA, c'est qu'on va essayer de rendre indistinguables que l'observation que peut faire l'intrus ne dépendent pas des données secrètes. On peut même formaliser ça mathématiquement, je rentre pas dans les détails. Donc ça va impliquer de prendre des mesures qui vont éventuellement faire décroître l'efficacité du système. Par exemple, on va faire des calculs, même si ils ne sont pas nécessaires, ce que j'ai évoqué pour RSA. On va faire des masquages. Alors ça, c'est qu'au lieu de calculer directement sur les données secrètes, ce qui pourrait les faire fuir par voie électromagnétique, on va par exemple calculer sur des paires de données, à partir de laquelle on peut reconstituer des choses, mais sans exposer directement les données secrètes. Évidemment, tout cela coûte beaucoup plus cher en calcul. Alors, donc jusqu'à présent, je vous ai présenté les attaques par canaux cachés. C'est des choses qui sont connues depuis assez longtemps. Alors, les attaques par canaux cachés ont été combinées pour faire les attaques Spectre-Meldon avec des considérations sur l'exécution spéculative. Alors, qu'est-ce que l'exécution spéculative ? Le processeur, dans votre machine, va prendre de l'avance sur des choses dont il n'est pas sûr qu'ils doivent les faire. Alors ça, c'est quelque chose finalement d'assez naturel dans la vie de tous les jours, si elle nous arrive d'essayer de prendre de l'avance sur des choses dont on n'est pas sûr à 100% qu'on en aura besoin. Hein, mais on se dit, toutes les fois précédentes, quand on a essayé de faire ça, on m'a demandé de faire ça après, donc maintenant je prépare le truc. Vous faites par exemple avec l'administration, si vous savez que toutes les fois précédentes, elle vous a demandé tel ou tel papier ou telle précision, vous le faites même si vous n'êtes pas sûr qu'elle vous le demande. Vous préparez. Eh les processeurs à haute performance font cela. Alors quand je dis haute performance, ordinateur comme ça, téléphone portable, serveur. Hein. Les trucs qui contrôlent des automates et tout ça,
nettement moins. Donc, prendre de l'avance, c'est bien gentil, mais il faut se préparer à annuler ce qu'on a fait si finalement il fallait pas le faire. Par exemple, vous avez pris de l'avance, vous avez calculé quelque chose, vous l'avez écrit quelque part en mémoire, mais s'il n'y avait pas besoin de le faire, il faut annuler l'écriture en mémoire. Donc, vous voyez que c'est tout de même un niveau de complication dans le processeur, c'est pas évident. Hein. C'est des choses vraiment compliquées. Alors, ce mécanisme d'annulation, il va annuler donc les choses genre écrire dans des mémoires, mais il va pas annuler les effets secondaires, les canaux cachés qui peuvent être observés. C'est-à-dire que si par exemple il y a eu des données qui ont été dégagées du cache de la mémoire à accès rapide là dont je parlais, à cause de ces accès, à cause de ces exécutions spéculatives, spéculatives c'est qu'on n'est pas sûr qu'il fallait vraiment le faire, eh ben elles sont tout de même dégagées pour de bon. Donc on annule, on va dire, le comportement officiellement observable, mais on n'annule pas les effets secondaires. Et donc, c'est pareil, l'exécution spéculative, c'est quelque chose de connu depuis un certain temps. Hein. Les processeurs sont en exécution spéculative depuis... Paolo, depuis combien de temps? Depuis un bon bout de temps, hein. Genre une vingtaine d'années au moins. Voilà. Donc j'avais... Donc ça, et en fait, donc les deux choses étaient connues, hein, les canaux cachés et la spéculation. Et je veux dire, il y a des gens qui ont pensé à combiner les deux. Et ça, il y a un trait de génie. Enfin, voilà, j'admire le truc. Et donc, ce sont des attaques où en gros, on va entraîner la spéculation du processeur à faire quelque chose qui est permis. D'ailleurs, on va lui passer des requêtes. Et puis le processeur, il va apprendre, ouais, bah, tel bout. À un moment, j'ai un branchement entre deux bouts de code, et puis je me rends compte que je passe toujours dans la branche de gauche. Donc, il apprend ça. Et après, coup suivant, on lui demande de faire quelque chose qui est normalement pas permis. Mais vu qu'il a appris que d'habitude c'est toujours permis, il commence à exécuter la branche de gauche jusqu'au moment où il se rend compte, vous savez, un peu comme je crois que c'est le coyote dans le dessin animé qui marche au-dessus du vide, et puis à un moment il se rend compte qu'il est au-dessus du vide, et là c'est là seulement où il tombe. Donc le processeur fait pareil, et le processeur lui il tombe pas, il revient, il annule ses effets officiels et laisse passer les canaux cachés. Donc l'idée c'est de provoquer des canaux, enfin utiliser des canaux cachés sur des exécutions spéculatives qu'on a subtilement provoquées. Là encore, c'est pas facile à mettre en œuvre. Et ils se sont fait une belle publicité. Hein. Il y avait un site web, il y avait des papiers mis en ligne, il y a eu des press releases. C'était Google Projet Zéro. Donc comme c'est Google, ils ont un service de presse, donc ils ont fait du battage. Ils avaient des jolis logos. Très important les jolis logos si vous voulez. Il faut trouver un nom aussi. Donc si par exemple vous faites une attaque sur un protocole réseau, vous l'appelez Heartbleed avec un logo avec un cœur, ça passe mieux que si vous publiez un machin avec un titre à rallonge comme on fait souvent dans les publics scientifiques. Donc, résumé de la situation, moi je trouve ça compliqué à mettre en œuvre, parce qu'il faut tout de même lancer des applications sur la même machine que celle où tourne l'application sensible. Donc, ça me paraît pas évident. Je trouve ça très joli comme attaque. Alors, après, il y a eu des variantes, hein, parce que ça, c'était Spectre et Meldon originaux. Cette idée une fois que les gens ont eu cette idée de combiner exécution spéculative et canaux cachés, il n'y a pas que les canaux cachés sur le cache, hein, mais là je ne vais pas rentrer dans des discussions et les canaux cachés sur les prédicteurs de branchement, sur tout un tas de trucs. Donc une fois qu'il y a eu cette idée mise dans le public, il y a eu des variantes, des tas de variantes sur ces idées-là. Et donc c'est des variantes qui ressortent régulièrement. C'est une attaque qui a été révélée en 2018. Et depuis, il y a encore des choses qui sortent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est difficile, c'est même impossible à évacuer totalement sans désactiver la spéculation. Donc là, il y a une étude, le papier n'est pas encore publié, hein, j'ai un brouillon des auteurs, où leur conclusion, après avoir exploré plusieurs façons d'organiser une architecture matérielle, c'est que si on veut réduire les attaques liées à la spéculation, il faut en gros couper totalement la spéculation et se prendre une baisse de performance très importante.
On comprend pourquoi Intel n'a pas pu régler le problème en claquant dans les doigts. Et donc il y a des travaux là-dessus, donc des barrières de spéculation, des travaux aussi sur comment désactiver la spéculation dans les parties plus sensibles du code. Mais bon, à ma connaissance, il n'y a pas de bonne solution à ce problème. Voilà. Et je conclus. Les questions.